Tout d'abord, vers 1797-1798, un enfant est aperçu nu à plusieurs reprises, selon différentes sources historiques, dans des bois de la Bassine, qui se situent dans le Tarn. Il se meut ici et là, afin de trouver de la nourriture, des glands, des racines, des plantes, des fruits. Il se cache des hommes et on le décrit sauvage et craintif. Il sera capturé par des chasseurs, recueilli, hébergé, et s'enfuira de nouveau pour se réfugier dans des bois. Le temps s'égrène et on le revoit dans les fourrés. Il se déplace, erre dans les massifs de l'Aveyron et plus exactement à Saint-Cernin, vers 1789. C'est un garçon qui est décrit moyen, il aurait environ 11 à 12 ans, et suivant les rumeurs de l'époque, il serait presque muet. Sans se prévaloir de ses conditions de vie, il s'est caché des hommes pour se confondre avec les animaux, tout en survivant contre les agressions les plus diverses. Il estimait, sans doute, que son espace de vie était ce milieu naturel. Il se dissimule dans un lieu où seuls les animaux résistent et luttent pour la préservation de leur espèce. Il composera avec un environnement inamical, jonché de divers dangers, les prédateurs, le climat, la maladie, des ressources naturelles à identifier. Charles Darwin, né en 1809, n'avait pas encore élaboré ses thèses sur l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Dans le registre de la préservation des plus forts et faibles, elles se confrontent dans la lutte pour vivre ou survivre. Cette lutte pour l'existence a dû se faire quotidiennement, et cet enfant a résisté, combattu, guerroyé, afin de ne pas subir les lois des nuisibles en puisant dans ses diverses ressources. Il sera le sujet de toutes les attentions qui ne seront pas toujours bienveillantes, d'une appréciation négative. L'inconnu, l'étrange et la normalité feront peur. Puis, au fait de nombreuses incompréhensions, des êtres humains, il se verra stigmatisé et comparé à une bête de foire, en montrant la genèse émotionnelle d'un enfant perdu, isolé, rejeté, discriminé, puis sauvé. Son statut d'enfant sauvage appellera de nombreux commentaires, des émotions, des ignorances, des interprétations les plus disparates et complexes qui ne le serviront pas. Seule la bonté de quelques hommes et de femmes montreront que cet enfant, sans réserve, abandonné et livré à lui-même, dans un milieu dangereux, pourra être protégé. Rousseau, tel un révélateur d'une des pensées des siècles des Lumières, suscita, sans le savoir, à partir de ses recherches, un lien symbolique de référence avec cet enfant abandonné, perdu et trouvé. Il reste un vecteur de l'homme qui appelle à sauver celui qui s'égare dans un milieu dangereux, pauvre, hostile. À partir de cette lecture, la profondeur de la compassion du cœur exprime le sursaut de l'être confondu au néant de l'indifférence. Comme l'ébullition des pensées humanistes, les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau illuminent bien la nature. Cet enfant sauvage, qui sera nommé Victor par les hommes, a façonné, sans le savoir et à sa manière, un emprisonnement affectif.
Il a été isolé du monde des adultes en résistant aux dures épreuves de la bataille de la survivance. Il a tissé une relation obligée avec la nature, si hostile soit-elle, en dehors d'une contemplation philosophique. Cet enfant a découvert et construit une exploration de son environnement, sans avoir son mode d'expression et les dangers s'y afférents. Son existence était échafaudée sous le registre de la régénérescence, en dehors du contexte humain, d'une socialisation croissante et normalisée. Ensuite, l'inné et l'acquis semblent, à ce stade, définir des mécanismes de survie, d'expression d'un processus d'homonisation. Le réalisme de l'exploration distincte de ce processus implique le fait que cet enfant a développé des attitudes innées. Elles sont représentées par des comportements instinctifs, spontanés, afin de définir des réflexes de protection, de fuite, ou tout simplement d'actes essentiels de survie liés au monde extérieur. Cet enfant a, avec ses comportements innés, nidifié des sources d'indications en accumulant des informations et des expériences douloureuses ou heureuses qui ont structuré sa mémoire afin d'en engranger d'autres repères. Une adaptation au milieu, essayer de fuir le danger, repérer le jour et la nuit, la douleur, le sommeil, ne plus manger de la nourriture avariée, résister, se battre. La pratique ne résout pas tout et les expériences ne conditionnent pas des comportements systématiquement. Ils ne sont pas forcément reproductifs. Et des composantes physiques, psychologiques et environnementales agissent en interaction. L'héritabilité, la génétique, l'environnement. Deux questions sont posées et vont clôturer ce fragment d'écriture. Pourquoi les apprentissages contractualisés par des modèles et des savoirs constituent-ils des formes de connaissance? Peut-on apprendre par soi-même sous l'auspice d'un processus de découverte qui générerait la compréhension du monde qui nous entoure?